Aujourd'hui, même si la mère arrive à produire un test ADN qui prouve la paternité biologique d'un père donné, la loi ne reconnaît pas ces tests ADN ou en prend acte mais refuse de donner les conséquences qu'il convient à la réalisation de ces tests parce qu'elle se base sur une jurisprudence du rite malékite qui date du XIVe siècle, je crois. Bonjour, je m'appelle Rizlan Mamouni, je suis avocate et présidente de l'association Kif Mama, Kif Baba. La Moudawana, c'est le code de la famille, tout simplement. Ça s'appelle Moudawana parce qu'à l'époque, on appelait ça le code du statut personnel et ça avait été combiné, ça a fait l'objet d'un recueil avec d'autres textes qui concernent la famille et donc le statut personnel. Et du coup, Moudawana, ça veut dire simplement recueil et ça a gardé ce nom jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est le code de la famille et aujourd'hui, c'est une seule et unique loi qui date de 2004 actuellement, celle qui est aujourd'hui en vigueur. Et on a un grand projet de réforme de ce code, de cette loi qui est en cours. Et on est en plein débat national aujourd'hui. Alors les grands axes de la réforme, on peut les regrouper en 3 grandes catégories qui sont le mariage, le divorce et l'héritage. En ce qui concerne le mariage, les problématiques qui sont posées par la Moudawana qui est actuellement en vigueur concernent le mariage des enfants, puisque aujourd'hui, même si on a un principe d'âge légal de mariage qui est posé à 18 ans, les juges ont la possibilité d'accorder des dérogations et des autorisations de mariage de mineurs, donc qui ont moins de 18 ans, sans qu'il n'y ait de limite d'âge. La deuxième problématique qui se pose, c'est celle de la polygamie. Alors aujourd'hui, la Moudawana de 2004 pose des conditions par rapport au texte précédent qui posait très peu de conditions, mais elle reste insuffisante puisqu'on a généralement les exceptions deviennent la règle et les autorisations de mariage sont aussi assez largement accordées. Il y a aussi les mariages traditionnels qui font que un homme peut prendre plusieurs épouses et donc on espère que le projet de réforme va régler ce problème-là. La troisième problématique de ce chapitre mariage et qui est très très importante, qui me tient particulièrement à cœur, concerne les enfants qui sont nés hors mariage justement. Et pour l'instant, ces enfants-là ne sont pas reconnus par leur père, n'ont aucun droit en fait vis-à-vis de ce père-là, qui se retrouve dans une impunité totale, une irresponsabilité totale vis-à-vis de ces enfants-là. Donc il n'a aucun devoir ni de transmettre le nom, ni d'éducation, ni de prise en charge des besoins financiers. Toutes ces obligations-là, aujourd'hui, pèsent uniquement sur les mères. C'est la grande problématique des mères célibataires qui a fait l'objet de beaucoup de débats ces dernières années, notamment grâce au travail de feu Aïcha Chna, qui a été à la tête de l'association Solidarité Féminine et qui a fait un travail incroyable de vulgarisation, de libération de la parole et de changement un peu de nos consciences collectives par rapport à la vision qu'on peut avoir dans la majorité des cas de ces mères célibataires. Aujourd'hui, même si la mère arrive à produire un test ADN qui prouve la paternité biologique d'un père donné, la loi ne reconnaît pas ces tests ADN ou en prend acte mais refuse de donner les conséquences qu'il convient à la réalisation de ces tests parce qu'elle se base sur une jurisprudence du rite malékite qui date du XIVe siècle, je crois. Et c'est particulièrement inacceptable au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant qui est protégé par la Constitution, mais aussi par des traités internationaux qui sont conclus par le Maroc. Il y a 3 éléments clés dans ce nouveau régime de la polygamie qui entrerait en vigueur si ces propositions-là sont toutes adoptées. Le premier, c'est que donc les propositions nous disent que désormais, c'est au moment de conclure l'acte de mariage que l'épouse peut donner d'avance son autorisation ou la refuser dans les clauses du mariage.
Mais la critique qu'on en fait, c'est que dès ce stade justement de conclusion de l'acte de mariage, on peut subir des pressions familiales, sociales, économiques, qui vont pousser la femme à peut-être accepter cette idée de polygamie à l'avenir pour son époux. Et donc cette réforme essentialise finalement la femme en tant que telle et la coince dans les pressions qu'elle subit déjà actuellement. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que donc, les propositions nous disent, à défaut de cet accord dans l'acte de mariage, et donc aussi pour tous les mariages qui sont déjà conclus, qui seront conclus avant l'entrée en vigueur de la réforme, eh bien, l'époux peut aller demander au juge de prendre une deuxième épouse sur la base de considérations purement médicales concernant la femme, à savoir sa stérilité ou pas, et son état médical, son état de santé qui lui permettrait ou pas d'avoir des relations sexuelles. C'est parfaitement scandaleux vraiment de penser comme ça, parce qu'encore une fois ça essentialise la femme et puis ça nous pose deux problématiques aussi d'ordre juridique. La première, c'est le secret médical. Concrètement, ça veut dire quoi? Ces propositions voudraient dire que l'époux va aller voler le dossier médical de son épouse et le présenter à un juge pour qu'il l'autorise à prendre une deuxième épouse en violation totale du secret médical qui protège cette épouse justement. Donc en cela, ce serait inacceptable. Et la deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que à peu près autour de 50 ans, donc de la ménopause, toutes les femmes deviennent stériles. Donc ça veut dire quoi? Et c'est là que je dis que c'est peut-être un pas en arrière par rapport à ce qu'on a actuellement. Donc ça voudrait dire qu'à partir de 50 ans, tous les hommes pourraient potentiellement obtenir une autorisation de prendre une seconde épouse. Et ça aussi, c'est totalement inacceptable pour nous. Ça fait plusieurs décennies qu'on a ce double référentiel d'un côté religieux et de l'autre le référentiel des droits humains universels qui se confrontent, qui sont parfois en conflit. On espère vraiment qu'avec cette réforme, on sorte de là. Parce qu'on ne voit pas très bien l'intérêt de signer, de ratifier des conventions internationales qui ne vont pas être appliquées ensuite à cause d'interprétations religieuses. Et pas de certaines interprétations religieuses, parce qu'il y en a plusieurs, et il y a des interprétations qui sont progressistes et qui nous permettent de résoudre ces conflits-là tout en restant dans les fondamentaux de la nation et dans une religion musulmane modérée, tolérante, comme le dit la Constitution et comme le disent aussi les instructions du roi du Maroc. Et est-ce que la règle de droit doit devancer l'état d'avancement d'une société ou pas? Je pense que quand il s'agit de droits humains fondamentaux, parce que c'est ce qu'on demande en fait, ces droits des femmes ne sont rien d'autre que des droits humains fondamentaux, il ne devrait pas y avoir ce genre de débat. On ne peut pas attendre que le dernier Marocain dans les ténèbres trouve enfin la lumière pour changer les lois. Je pense qu'il faut que les responsables politiques prennent leurs responsabilités en ce sens. Et même si les réformes sont impopulaires, on doit avoir enfin des lois à l'image de notre pays, de son développement, de son image à l'international. Et que c'est un faux débat. Voilà, pour moi, il est absolument nécessaire de réformer sans attendre, parce que plus on attend, plus on manque. Chaque jour qu'on attend, c'est un jour de plus où on ne protège pas suffisamment l'intérêt supérieur de l'enfant et on ne protège pas suffisamment les droits humains fondamentaux et universels. Il faut changer les lois, il faut avoir des lois qui sont plus protectrices des femmes, des lois qui définissent beaucoup mieux les notions de viol et d'agression sexuelle. Actuellement, on a le viol qui n'est pas défini, et d'un autre côté, on a l'attentat à la pudeur qui est encore moins défini. Donc on ne sait pas très bien où mettre les pieds. On a vraiment besoin de définition et de sophistication dans cette législation-là. On a aussi besoin d'abroger des dispositions qui sont liberticides. Je pense particulièrement à l'article 490 du Code pénal qui criminalise les relations sexuelles hors mariage et qui est une vraie épée de Damoclès sur la tête de toutes les victimes d'agressions sexuelles qui, quand elles ont des doutes sur les preuves qu'elles ont pu rassembler pour prouver l'agression qu'elles ont subie, eh bien, ont très peur d'aller porter plainte parce qu'elles peuvent passer directement du statut de victime plaignante à celui d'une personne qui est poursuivie sur le terrain de l'interdiction des relations sexuelles hors mariage. Et ça réduit au silence des milliers de femmes au Maroc. Et d'où l'importance vraiment d'abroger ce texte et aussi les textes
cousins, on va dire, que sont l'interdiction de l'adultère et des relations homosexuelles. Donc une réforme législative est très importante pour mieux protéger ces victimes-là.